Madame, Monsieur, chers amis, bonjour à nouveau. Bienvenue dans le superbe studio télé du groupe Les Échos Le Parisien pour cette matinée des Inclusive Talks, discussion autour de l'inclusion, et à cette deuxième table ronde qui concerne les impacts d'une démarche sociale inclusive pour les entreprises. Pour échanger sur ce sujet avec moi ce matin, j'ai l'immense plaisir de recevoir trois illustres personnages. Je voudrais signaler la présence d'Elisabeth Tchoungi, qui est directrice RSE, présidente de la Fondation Orange, directrice des engagements sociaux et sociétaux, je crois qu'il faut dire comme ça, Elisabeth, et présidente de la Fondation Orange. Avec nous également Pascal Andrieux, directeur des engagements sociaux et sociétaux de la RSE, chez Malakoff Humanis, et aussi la Fondation. Et à la Fondation. Je crois que tu présides la Fondation. Voilà, on a deux présidents de Fondation. Et pour discuter de ce sujet, Alan Fustek, président de Goodwill Management. Voilà, j'ai trois présidents autour de moi pour discuter de ce sujet essentiel, puisqu'on va essayer de traiter les impacts des démarches sociales inclusives dans les entreprises. Vous avez vu ce matin, la ministre nous a rappelé l'engagement des employeurs. On vient de voir dans cette première table ronde quelles étaient, après la crise sanitaire qu'on a vécue et la crise sociale et économique que nous vivons toujours, puisqu'on est encore en confinement, on a vu quelles étaient les possibles mesures d'accompagnement des entreprises, notamment vis-à-vis des fragilités et des vulnérabilités. On a eu la chance d'avoir une première étude avec l'IFOP. Et donc, pour démarrer cet échange, j'aimerais que on puisse disposer d'un panorama justement sur le questionnement de la vulnérabilité et des fragilités. Et je vais demander à Pascal Andrieux de démarrer sur ce sujet. Pascal, je vais faire comme avec Véronique, on se tutoie dans la vraie vie. Alors, en tout cas, Malakoff a lancé une étude sur la vulnérabilité des salariés. Est-ce que tu pourrais nous dire quels a été les outils de mobilisation intellectuelle qui ont présidé au choix de cette étude? Après, le groupe mène des études sur la santé sur la santé au travail depuis assez longtemps. Et il y a 2 ans, on avait sorti une première étude sur les fragilités des salariés. Et vu le contexte, en tout cas, de la crise sanitaire et de ses impacts économiques et sociaux, on a jugé nécessaire de refaire une étude en ayant un regard croisé, finalement, de salariés et d'entreprises, quelle que soit la taille d'ailleurs, qui nous permet, nous, de retirer des enseignements et voir comment demain on accompagnera nos clients sur ces thématiques. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme principaux enseignements? Globalement, on peut dire que plus de 50% des salariés se considèrent en situation de fragilité, donc ce qui est un chiffre important, avec quand même une prédominance sur les sujets personnels, plus de 40%, et un peu moins sur les sujets professionnels. Et donc là, on constate aussi une double peine, c'est-à-dire que les personnes qui sont vulnérables, en général, elles cumulent problématiques pro et problématiques perso. Alors, dans les problématiques perso, c'est assez simple, c'est des problématiques liées à la maladie, cancer, maladie chronique, des problématiques d'aidants, des problématiques financières et des risques qu'on connaît, des risques psychologiques. Et professionnels, c'est des choses assez classiques comme l'usure au travail, le stress, le problème de concilier vie pro-perso. Donc on est vraiment sur cette thématique. Donc c'est le premier constat qu'on a fait. Deuxième constat, au niveau des entreprises, les dirigeants se sentent concernés et plus de 90%, quand on est dans une entreprise de plus de 10 salariés, considèrent qu'ils ont des problèmes, en tout cas relatifs à la vulnérabilité dans leur entreprise. Sauf peut-être un petit bémol sur la problématique des aidants qu'ils ont un peu plus de mal, à concevoir. Troisième point, on voit que finalement, ces problématiques, qu'elles soient personnelles, professionnelles, structurelles, conjoncturelles, en tout cas, ont un impact sur la vie professionnelle des salariés, notamment en termes d'absentéisme, de concentration, de climat social, de relations avec leur manager. Ça, c'est le troisième constat. Quatrième constat, on pense qu'on a quand même des choses qui se rejoignent entre les entreprises, les patrons, les DRH et les salariés, où ils ont tous conscience que finalement, il faut prendre en compte les problématiques sociales et que si on les prend correctement, il y a quand même un lien entre performance sociale et performance économique. Ça, c'est une tendance qui a tendance, en tout cas, à augmenter. Cinquième point, il y a quand même un frein encore des salariés. Plus de 40% des salariés, ils n'osent pas aborder les problématiques
personnelles dans le milieu de travail, de stigmatisation, peur de se faire licencier, et puis un peu de fragilité. Et les DRH, ils ont encore un petit peu de... Comment on peut dire ? Ils sont encore freinés sur aller sur des problématiques, en tout cas à hauteur de 40% sur des problématiques personnelles. Alors, 5e point, on voit quand même que c'est un sujet qui commence à prendre sa place, en tout cas au sein de l'entreprise. Et il y a vraiment un rôle d'accélérateur finalement de la crise du Covid, où l'entreprise finalement elle a conscience que maintenant les problématiques de vulnérabilité, c'est un sujet à intégrer, et les salariés sont prêts sur ce sujet. Après, je pense qu'il y a une différence de vision où les entreprises pensent qu'elles traitent bien ce sujet à hauteur de 70-80%, alors que les salariés, c'est seulement 45% des salariés qui se disent « mon entreprise prend bien en compte les problématiques de vulnérabilité ». Donc il y a quand même des choses à rapprocher. Et finalement, l'attente finalement des salariés, mais comme l'attente de la société civile, de l'ensemble des parties prenantes, est encore de plus en plus fort envers les entreprises. Et là, les salariés, ils veulent qu'on prenne en compte les problématiques de risque professionnel, de vulnérabilité, de temps de travail, et toutes les problématiques relatives à la formation des managers, qui pour eux ne sont pas encore suffisamment, en tout cas, imprégnés de ces sujets de vulnérabilité. Il y a encore un frein sur ces sujets-là. Donc, voyez les principaux enseignements. Et dernier point qu'on peut noter, c'est ça va s'accélérer dans le temps. On voit que les vulnérabilités vont augmenter, alors, suite au Covid, suite à d'autres dispositifs. Et les salariés souhaitent que finalement l'entreprise prenne en compte les problématiques liées au changement de travail, que ce soit le télétravail, l'intelligence artificielle, la data, les problématiques aussi relatives aux vulnérabilités. Elles veulent que les entreprises forment leurs managers pour prendre en compte ces sujets-là. Et puis, derrière tout ça, on sait que les entreprises l'ont bien intégré parce qu'elles se disent, demain, les problématiques de crise sanitaire vont peut-être se reproduire. Il y aura quand même des problèmes de précarité d'emploi. Donc, c'est des sujets que tout le monde veut, en tout cas, souhaite en tout cas prendre en compte. Je pense qu'il y a une évolution. Et puis, ça correspond finalement, au rôle de l'entreprise qui évolue. Donc, c'est peut-être le moment pour l'entreprise, avec cette crise, justement, d'être plus responsable et de beaucoup plus s'intégrer et prendre en compte ces sujets. Et puis, c'est aussi une demande de la société. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander, parce que c'est quand même assez récent d'imaginer qu'un collaborateur d'une entreprise, on viendra peut-être sur la taille des entreprises, mais c'est assez récent qu'un collaborateur se dise quelle est la responsabilité de mon entreprise sur la prise en compte d'un certain nombre de sujets sociaux et sociétaux. Oui, je pense que c'est dû aussi peut-être à l'intégration de jeunes populations dans les entreprises. Il y a une évolution aussi des entreprises, une évolution des populations, des jeunes populations qui rentrent dans les entreprises. L'entreprise, ils souhaitent une entreprise aussi qui soit plus responsable. Donc aussi, c'est aussi en termes de raison d'être, de marque employeur, c'est aussi important si on veut recruter des talents et autres, d'avoir une entreprise qui est plus responsable. Donc je pense que c'est aussi lié à tout ce qu'on voit sur la loi Pacte avec les entreprises à mission. Il y a quand même une tendance de fond qu'il faut maintenant concrétiser, parce que c'est aussi, on le verra, mais c'est pas quelque chose de si simple à mettre en place au sein d'une entreprise, d'avoir une politique inclusive. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur ce que tu as évoqué, c'est-à-dire les freins à parler de la vulnérabilité, parce que on est dans une table ronde qui va travailler sur les mesures d'impact, mais la vulnérabilité, elle est diverse, elle est liée à une situation complexe des uns et des autres. Alors, pourquoi on ne dit pas qu'on est vulnérable ? Je pense qu'il y a alors c'est pas la majorité des salariés quand même. On voit que la tendance elle commence à diminuer. C'est moins de 50% des salariés qui n'osent pas encore parler de ces sujets-là. Je pense qu'il y a encore, dans la mesure où tous les managers ne sont pas encore forcément formés et que c'est pas toujours quelque chose qui est inhérent aux entreprises, je pense qu'il y a toujours le risque de se dire je vais être blacklisté, il y a des risques de licenciement. C'est un sujet personnel que je n'ose pas exposer, ou sujet de personne. On le voit bien dans la mise en place des lignes psychologiques qu'on met en place pour nos clients. Les salariés des entreprises ne vont pas forcément vers la ligne qui a été mise en place par l'entreprise. Ils préfèrent aller sur des lignes généralistes. Donc on voit qu'il y a encore des sujets à travailler. Et ça passe finalement par une formation, en tout cas au sein de l'entreprise, une formation des managers, de les accompagner sur ces dispositifs et puis essayer d'arriver finalement sur la durée à mesurer l'impact des actions qui sont mises en place. Si pour un manager, les actions qui sont mises en place démontrent à un moment donné que le salarié se sent mieux, qu'on protège le capital humain et qu'à quelque part on diminue l'absentéisme, forcément il y aura un effet aussi gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties prenantes. Alors justement, tu me donnes une transition toute naturelle sur les mesures d'impact.
quels outils on peut mettre en place pour mesurer tout ça? Après, il y a plusieurs types d'outils. Il y a des outils qui peuvent être... on peut faire des sondes quand on organise des ateliers, au niveau des sondes, au niveau des personnes qui participent, que ce soit des salariés ou des DRH. Donc c'est un peu les indicateurs autour de la qualité de vie perçue de la personne. Est-ce que le fait d'avoir mis en place un atelier sur le burn-out des aidants a eu un impact positif sur ma qualité de vie personnelle? Et demain, on pourrait aussi mesurer demain des ROI sur est-ce que ça a un impact sur l'absentéisme ou sur d'autres types de dispositifs. Donc ça, c'est des mesures qui sont à travailler sur la durée, mais qui nécessitent quand même des plans d'action sur 2-3 ans pour avoir en tout cas des résultats positifs. Et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention? Après, je pense qu'en termes de prévention, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que l'entreprise, elle a un rôle de sentinelle. C'est-à-dire que c'est l'entreprise, en tout cas, qui doit demain investir le sujet de la prévention et qui doit être en mesure d'accompagner ses salariés. Et là, il faut avoir des capteurs, justement, au niveau de l'entreprise qui permettent de mesurer les dérives qu'il pourrait y avoir sur des sujets. Donc ça passe quand même par pas mal d'ateliers sur différentes thématiques, à la fois peut-être sur des ateliers relatifs à favoriser la préservation de la santé mentale. Il y a aussi un aspect sur le volet physique et puis sur les sujets de fragilité en général. Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur la situation des patrons. Oui, des patrons de PME ou des patrons en général, ou des grands cadres, ils sont aussi vulnérables. Est-ce que on peut en parler? Alors c'est un sujet qu'on n'abordait pas. Jusqu'à encore avant le Covid, on n'abordait pas ce sujet de la vulnérabilité des dirigeants. Donc on a mis... Pendant le Covid, on a mis en place un atelier spécifique à Camaroc, qui travaille justement, qui visait finalement à organiser des webinaires pour les dirigeants, les TNS ou autres, justement sur les sujets de fragilité qu'ils rencontrent, sur la santé des dirigeants, de manière à montrer qu'ils sont un petit peu comme tout le monde et qu'il y a des moyens de les accompagner. Donc on a organisé un atelier avec Camaroc le mois dernier. Il y a eu 300 dirigeants d'entreprise, plutôt des petites entreprises, qui se sont connectés, qui ont écouté, qui ont posé des questions côté interactif. Donc on voit bien que finalement, c'est aussi un sujet qu'on doit aborder, parce qu'ils se retrouvent à la fois à la responsabilité par rapport à leur entreprise, par rapport à leurs salariés, par rapport à la fragilité de leurs salariés, et eux-mêmes, ils sont fragiles. Finalement, on se retrouve un peu dans la même position que les dents. Oui, c'est ça. On est un petit peu dans les mêmes problématiques, où la personne ne se sent pas concernée, mais elle est aussi fragile en termes de santé, et elle a une charge mentale qui fait qu'à un moment donné, elle peut basculer dans des problématiques de burn-out ou d'autres choses. C'est ça. Et donc, lors de ce webinaire, 300 patrons, c'est quand même impressionnant comme chiffre. C'est assez inédit, finalement, qu'on évoque ce sujet. Est-ce que vous avez pu recueillir des témoignages symboliques? On a des verbatim, je ne sais pas les citer ici, mais l'objectif, on a des verbatim, et maintenant, l'idée qu'on a, c'est aller voir comment on peut les accompagner encore un peu plus, et mettre en place des actions spécifiques avec eux. Très bien. J'aimerais qu'on revienne également sur la politique inclusive, parce que c'est au cœur du débat de cette journée, de cette matinée en général, la politique inclusive du groupe Malakoff Humanis. Et surtout, comment on fait pour valoriser une politique inclusive quand on est un grand groupe comme le vôtre? Alors là, on est par rapport à nos clients ou par rapport à nos collaborateurs? Alors, on va d'abord... on doit être vertueux dans les deux. Je pas de sujet là-dessus. Mais... D'abord par rapport aux collaborateurs, parce qu'on était dans cette expérience-là. C'était un peu expliqué dans la table ronde qui précède avec Stéphanie. Voilà. C'est qu'en général, déjà, les dispositifs qu'on souhaite mettre en place pour nos clients, en général, on les teste déjà avec nos collaborateurs, avec des groupes pilotes qu'on appelle, des communautés. On crée des communautés de collaborateurs qui ont été atteints d'un cancer, de maladies chroniques, une problématique des dents ou autres, ou d'handicap. Et on travaille avec eux sur finalement quels sont leurs besoins. Quelles sont les solutions qui seraient pour eux les plus efficaces à mettre en place. Et qu'est-ce qu'on fait mal au niveau de l'entreprise. Et donc, en fonction de ces sujets-là, derrière, on va aller mettre en place des actions avec nos clients, notamment dans une logique de départ de sensibilisation. On est quand même sur un sujet où les entreprises elles n'ont pas toutes la même politique. Un grand compte n'a pas des problématiques particulières, enfin, ils ont les dispositifs mis en place. Mais dès qu'on est sur des entreprises de moins de 250 salariés ou dans certaines branches professionnelles, c'est vrai qu'on doit adapter aussi notre discours, notre façon de travailler. Donc on passe par des phases de sensibilisation aux clients. Après, l'objectif, c'est de les accompagner et de les former sur différentes thématiques, parce que ce qui n'est pas toujours évident. Et derrière, c'est d'aller mettre en place avec eux le plan d'action qui correspond le mieux à leurs problématiques. Et d'être capable, sur la durée, d'évaluer en tout cas ce plan qui a été mis en place.
Donc là, on a commencé à mettre en place pas mal d'actions. On est passé quand même sur des modes beaucoup plus digitaux qu'avant. On était très présents dans les entreprises. Maintenant, on est dans des modes un peu plus digitaux. Mais voilà, c'est un petit peu la vertu, et c'est arrivé aussi à montrer à l'entreprise que la prise en compte du capital humain, mais là, on est tous convaincus, est aussi un moyen de bien prendre en compte l'ensemble des sujets. Et est-ce que la taille de l'entreprise a un impact justement sur... c'est sûr que les entreprises qui sont structurées, les grandes entreprises, ont à disposition déjà un ensemble de moyens et de compétences et d'expertise pour mettre en place les plans d'action. Et puis après, il y a le secteur professionnel qui peut jouer. Et plus on descend dans la taille de l'entreprise, plus on est là pour accompagner les responsables avec des dispositifs simples, le plus simple possible et le plus facile à utiliser, pour avoir un peu plus d'impact, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps et la disponibilité. C'est ça. Voilà. D'accord. Très bien. Oui, parce que tout à l'heure, dans la table ronde précédente, on nous apprenait que dans les PME, il y avait une relation de proximité très forte entre le dirigeant et les collaborateurs, et qui permettait d'être justement à l'écoute immédiate finalement des collaborateurs, notamment les plus fragiles. Est-ce que c'est quelque chose qui parle à... Non, mais je pense qu'il y a forcément la proximité et l'écoute. Après, là, on est plutôt dans des entreprises de petite taille. Quand on est dans une entreprise de 250 à 1000, on est quand même déjà dans une grosse structure. Oui. Donc forcément, il y a une écoute, mais il ne suffit pas d'avoir l'écoute, il faut aussi les outils qui permettent de répondre aux besoins des salariés, qui sont relatives à la prise en compte des risques professionnels, des risques d'accident, des problématiques où les salariés ne connaissent pas les dispositifs mis en place par l'entreprise. Il y a aussi un manque d'informations sur ce qui est mis à disposition. Les salariés, ils ont quand même des problématiques relatives aux horaires de travail aussi. Donc il y a l'ensemble de ces sujets. Et puis, même dans une entreprise de 250, il faut former les managers. Bien sûr. Donc il ne suffit pas qu'on sache qu'il y a telle ou telle personne qui a cette problématique. Il faut aussi des dispositifs d'accompagnement. Très bien. Merci pour ce premier exposé, cher Pascal. Je me tourne désormais vers Madame Elisabeth Chungui. Alors, vous êtes... dans un grand groupe. Vous êtes, comme je le disais, directrice de la RSE du groupe Orange. Je crois que vous avez pris vos fonctions assez récemment, Elisabeth. Je me permets de vous... Absolument, vous appelez par votre prénom, c'est plus simple. Bien sûr, je vous en prie, Charles. Je vais faire des madames et des madames et des madames. Et puis, mais par ailleurs, je sais aussi, parce que on est nombreux à vous connaître ou à vous reconnaître à l'écran, que vous êtes engagé personnellement et que les sujets sociaux et sociétaux vous intéressent depuis toujours dans votre carrière. Alors, j'aimerais, parce que quand on est à la tête d'une fondation comme celle d'Orange, qu'on travaille pour un grand groupe international comme celui d'Orange, on va évidemment parler numérique ensemble, hein, c'est évident. Mais est-ce que vous pourriez me parler, pour poser le débat, de ce qu'on appelle chez vous l'engagement 25, qui justement challenge la performance économique avec une approche inclusive et une approche sociale? Est-ce que on pourrait commencer à discuter ensemble des engagements sociaux et sociétaux du groupe, et puis ensuite on poursuivra sur l'impact. Merci beaucoup pour l'invitation assez Inclusive Days. Écoutez, le plan Engage 2025 est le plan stratégique d'Orange qui guide nos actions jusqu'en 2025. Et pour la première fois, il y a un volet social et environnemental très fort. Donc deux axes dans cet engagement sociétal. C'est l'axe environnement avec la lutte contre le réchauffement climatique et l'inclusion numérique. Et l'inclusion, finalement, est au cœur de notre raison d'être qui guide l'ensemble de nos activités, puisque la raison d'être d'Orange est être l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Alors ça commence, l'inclusion numérique, ça commence déjà par la couverture réseau, tout simplement. On voit encore en France qu'il y a des zones blanches qu'il y a à couvrir. Si on élargit au monde, puisque Orange est un groupe international, aujourd'hui, il y a encore 7% de la population qui n'a
pas accès au numérique, donc pas accès au développement, on peut le dire. Aujourd'hui, c'est indissociable. Donc essentiellement en Afrique, nous opérons dans 18 pays en Afrique. Et puis, il y a aussi un chiffre qui est très parlant, 44%. C'est le gap d'usage. Si vous voulez, il y a aujourd'hui 3,6 milliards de personnes qui peuvent avoir un accès au réseau mobile, mais qui sont dans l'électronisme ou qui n'ont pas les moyens de se connecter. Et c'est pour ça que notre démarche RSE d'inclusion numérique est d'abord de faciliter donc la couverture réseau, mais aussi pouvoir proposer des smartphones à prix abordable. C'est ce que nous faisons en Afrique, par exemple, avec un Sansa 4G à moins de 30 €. C'est pouvoir offrir des formations par le numérique. C'est ce que nous faisons à travers nos écoles numériques en Afrique, où nous équipons des écoles de tablettes avec du contenu. C'est ce que nous faisons avec nos Orange Digital Center, qui vont vraiment être le navire amiral de l'engagement sociétal d'Orange, avec notamment une école de codage, avec des Fab Labs, qui est un dispositif qui existe dans tous nos pays de formation pour des jeunes en rupture avec le système éducatif classique. Donc voilà, le numérique et l'inclusion, ce sont tous nos programmes à destination de l'insertion des jeunes, des femmes aussi. Nous avons un programme, là encore commun, dans tous nos pays, de maisons digitales pour les femmes, où nous leur offrons une formation aux outils digital pour pouvoir après développer une activité. Donc voilà, l'inclusion est au cœur de notre métier, avec un impact direct sur les activités. Je donnerai juste un exemple qui illustre vraiment à quel point finalement la RSE est au service de la performance durable de l'entreprise. C'est le lancement d'Orange Bank en Côte d'Ivoire en juillet dernier. 6 semaines après le lancement d'Orange Bank en Côte d'Ivoire, nous comptions déjà 100 000 clients. Pourquoi ? Parce que c'était des clients éloignés du système traditionnel bancaire, donc éloignés du crédit. Et donc nous proposions des petits crédits, mais qui servaient aux commerçants pour leur trésorerie, etc. Et donc voilà, c'est une nouvelle offre, et c'est une offre inclusive. Oui, effectivement. Alors quand on dit fracture numérique, quand on dit inclusion numérique, ou réduction de la fracture plus exactement, est-ce qu'on peut aussi aborder l'accessibilité ? Parce qu'on est aujourd'hui en train de parler d'inclusion, de personnes souvent soit éloignées de l'emploi, soit éloignées de services. Est-ce que vous pouvez nous parler de la politique d'accessibilité numérique ? Alors, nous avons, pour nos clients, je peux citer l'exemple d'Orange Plus, qui est un service d'accès à Internet pour les personnes qui ont des déficiences visuelles ou cognitives. Nous avons aussi, n'oublions pas qu'un des axes de la Fondation Orange, c'est l'inclusion des personnes autistes. Oui. Et avec vraiment le numérique comme médiateur pour apprivoiser l'environnement, favoriser les apprentissages. Et là encore, nous accompagnons les personnes avec autisme. Dès le début, nous avons soutenu un projet Projet Cube, c'est ça ? Voilà, le projet Cube. Alors, avant le projet Cube, pardonnez-moi. Quand je dis le début, c'est-à-dire l'accompagnement va du diagnostic jusqu'à l'insertion professionnelle des adultes. Alors, le diagnostic, c'est un outil formidable que nous avons soutenu qui s'appelle EarlyBot, qu'on développe dans les crèches et qui permet de détecter précocement, en tout cas d'aider à détecter les troubles du spectre autistique. Le projet Cube, évidemment, qui est vraiment totalement innovant, qui a été inauguré il y a quelques semaines. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un projet développé par le Centre Excellence Autisme du CHRU de Tours. Et l'idée, c'est un dispositif d'immersion en réalité virtuelle qui permet aux enfants avec des troubles du spectre autistique de s'adapter, d'apprendre à s'adapter à leur environnement.
évidemment, on sait que tout est compliqué, prendre le métro, par exemple, les stimuli, etc. Eh bien, dans ce cube, avec en réalité virtuelle, ils ont un casque et ils peuvent ainsi s'habituer. Ils voient donc le métro virtuellement passer, et donc ils s'habituent aux situations de leur quotidien. Donc ça facilite grandement leur vie. Si on déploie le parcours jusqu'à l'âge adulte, nous avons un partenariat avec les cafés joyeux, pour tout leur dispositif digital, pour leur personnel en situation de handicap. Ah oui, d'accord. J'ignorais ce partenariat avec le Café Joyeux. Et ça se passe bien ? Ça se passe merveilleusement bien puisque nous accompagnons le succès du Café Joyeux qui ouvre très régulièrement des établissements. Oui. Belle, on a tous vu les campagnes de communication en France, même au fin fond des campagnes. Vous avez évoqué tout à l'heure, Elisabeth, les Fab Labs. Et je crois entendre derrière ce mot les Fab Labs solidaires. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont ces Fab Labs solidaires que vous avez mis en place ? Alors, les Fab Labs solidaires sont un dispositif destiné aux jeunes qui sont en rupture avec le système éducatif classique. Donc, nous les formons. Nous travaillons toujours en association avec des partenaires très ancrés dans les écosystèmes locaux. C'est ce qui fait aussi la force de nos dispositifs. Donc, le principe, c'est de les former aux outils de fabrication numérique, donc des fraiseuses laser, des imprimantes 3D. Ils travaillent en projet, ils développent une confiance en eux qui après va améliorer leur employabilité. Donc nous organisons chaque année un trophée avec tous les Fab Labs dans les pays où nous opérons. Et puis surtout, on les a mobilisés. Ils se sont mobilisés pendant la crise sanitaire, puisqu'au moment où il y avait une pénurie de masques et de visières, nous avons demandé à nos Fab Labs de fournir des visières. Ils ont fabriqué plus de 200 000 visières en France, en Tunisie, et puis ils accompagnent aussi la reprise de l'activité en continuant de fournir du matériel à des PME, et certains ont pu justement améliorer leur employabilité grâce à cette mobilisation. Donc, on est très fiers de nos jeunes des Fab Labs. Ah oui, c'est extraordinaire. Cette expérience nous fascine. Mais quand vous faites un trophée, enfin une remise de trophée, un challenge, comment vous choisissez ceux qui gagnent ? Alors, chaque année, il y a un thème. Je prends l'exemple de l'année dernière, c'était l'environnement. Et alors, il y a un jury, évidemment. Et ce qu'on a en tête, c'est aussi les débouchés que cela peut susciter. Et nos gagnants, l'an dernier, sont des jeunes d'un Fab Lab en République démocratique du Congo qui ont inventé un lavabo intelligent. Partant du principe que dans beaucoup d'équipements publics et même dans les foyers, il n'y avait pas toujours de sanitaires adéquats, et aussi partant du principe, ils avaient eu l'idée avant la Covid, donc ils ont été visionnaires, partant du principe qu'en manipulant les robinets, on pouvait transmettre des germes, et donc leur lavabo intelligent permet de pouvoir à la fois éviter un robinet, maîtriser la quantité d'eau, on le plug sur une sorte de réservoir, et donc ils ont gagné le premier prix. Et ils ont pu accélérer, monter leur entreprise, et ils commencent à livrer des équipements, des écoles, des hôpitaux à Kinshasa. Voilà. Ah oui, un robinet intelligent, prévoyant, et en plus dans une logique quasiment de conception universelle. Exactement. Ah oui. Et... Impressionnant. Alors, vous avez aussi évoqué, lors de votre préambule, la création des villages. Et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est qu'un village orange ? Alors, un village orange, c'est un point d'eau, un centre de santé maternelle et infantile et une école. Pourquoi un point d'eau ? Parce que nous pensons à l'inclusion des filles.
beaucoup de filles en Afrique ne vont pas à l'école parce qu'elles doivent aller puiser de l'eau. Elles doivent faire parfois 2 heures de route pour le premier point d'eau, revenir. Donc un point d'eau leur permet d'aller à l'école, évidemment la santé, et puis nos écoles avec le dispositif numérique. Donc c'est vraiment tout un parcours d'inclusion qu'on essaie de construire dès le début à destination des jeunes et des femmes, donc des jeunes filles. Donc, et nous avons aujourd'hui 100 000 bénéficiaires dans une centaine de villages. Nous avons aussi notre dispositif d'école numérique qui forme 200 000 élèves chaque année. Donc voilà, c'est un tel défi, cette fracture numérique, qu'on ne manque jamais de moyens pour essayer d'y répondre. Alors justement, comment vous impliquez les salariés du groupe pour accompagner à la réduction de cette fracture numérique? Comment ça se passe pour inciter, sensibiliser les collaborateurs afin que chacun puisse participer à la réduction de cette fracture? Alors, les collaborateurs sont très demandeurs. Hein. Donc nous, par exemple, nous leur proposons d'intervenir dans nos ateliers numériques, à la fois ceux en boutique, mais également les ateliers numériques solidaires. Ils sont très demandeurs. Je prends l'exemple d'un team building qui a été organisé dans une structure d'accueil pour jeunes enfants autistes. Il s'agissait de construire un parcours ludique et les participants en sont sortis transformés. Ils ont dit que c'était beaucoup plus riche pour eux, beaucoup plus bénéfique qu'un classique team building au ski, par exemple. Donc voilà, on essaie de les impliquer au maximum et je crois que ça se mesure parce que voilà, on a un baromètre salarié avec des indicateurs plutôt positifs chaque année et je pense que cet engagement sociétal et environnemental que nous portons et que nous poussons le plus haut possible est un facteur de satisfaction. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, je me retourne maintenant vers Alan Fustek. On a évoqué avec Pascal Andrieux la prise en compte des vulnérabilités et il nous a brossé un panorama complet de toutes les fragilités et on a amorcé le début des mesures d'impact. Elisabeth Chungi vient de brosser le panorama des possibilités. Elle a ouvert le champ des possibles. On a été chercher tous les éléments de différenciation d'une politique inclusive que pouvait mettre en place un grand groupe international comme Orange. Donc je vais me retourner vers vous pour vous poser la question fondamentale. Comment on mesure cet impact? À quoi ça sert? Comment ça marche? Alors, avant, là, je vous pose les 3 questions choc, et je vais vous demander de vous présenter, Alan Fustek. Vous êtes président de Goodwill Management. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, Goodwill Management, c'est un cabinet de conseil en développement durable, avec une particularité, donc un peu plus de 20 personnes. On existe depuis 18 ans et on a une particularité, c'est qu'on aborde les questions de développement durable avec un angle économique. C'est-à-dire, pour nous, c'est indispensable de faire des choses bien et c'est indispensable de faire des choses demain beaucoup mieux qu'hier. Les défis, vous les connaissez aussi bien que moi. Si on arrive à montrer que c'est rentable ou que ça crée de la richesse, les choses bien ont toutes les chances de pouvoir durer longtemps. Il n'y a aucune raison de s'arrêter si c'est créateur de richesse. Et donc, nous, notre défi, c'est qu'est-ce que ça coûte, ce que ça rapporte. Et on passe notre temps avec des mètres rubans à mesurer ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Voilà. Ah oui. Alors, analyse coût, analyse bénéfice. C'est ça. Et on le fait pour 2 choses, si vous voulez, qui sont aussi importantes l'une que l'autre. La première chose, c'est qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte? Donc, on travaille avec Orange depuis très longtemps. Alors justement, on va y arriver. Voilà. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise elle-même? De sorte que, à un moment donné, s'il peut y avoir besoin de faire des économies, etc., les questions de RSE ne sont pas touchées puisque ça rapporte. Voilà. Excellent. Et puis, qu'est-ce que ça rapporte pour la société civile? Très bien. C'est ça. C'est-à-dire aussi bien le bilan interne que le bilan externe. Ah oui.
Ça, c'est extraordinaire, ça bouleverse nos idées reçues, j'ai envie de dire. Pas mal, ouais. Alors, on vient d'expliquer ce qu'était qu'un village orange. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait immédiatement, comme ça, produire un bilan économique d'un village orange? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Ouais. Quels sont les critères? Quels sont les bénéfices? Quelles sont les C'est ça. externalités? Bien sûr. Ben, on l'a fait, en fait. Et on l'a... Vous l'aviez bien fait. Et hein. on l'a Vous avez fait, bien on fait l'a- de nous on l'a réunir fait, ce matin, voilà. Charles. Et on l'a fait, justement, on l'a fait en République démocratique du Congo, notamment puisqu'on fait les études d'impact socio-économique d'Orange sur tous les pays d'Afrique. Puis on travaille aussi, on en parlera sûrement tout à l'heure, sur l'inclusion en France, les questions de performance économique du handicap en France, etc. Un village orange, donc Elisabeth l'a présenté, donc on voit bien ce que c'est. Des gens viennent dans un village orange de 50 km à la ronde. Voilà. Et chaque année, vous avez des dizaines de milliers de bénéficiaires d'un village orange. Donc j'ai le droit de le dire parce que c'est public, c'est dans votre rapport annuel d'il y a 2 ans. Le village orange qu'on avait étudié, celui dont je me souviens bien, puisqu'on en a étudié plein sur tous les pays d'Afrique, mais celui dont je me souviens bien, coût pour Orange 130 000 €, bénéfice pour la société civile 1,5 million par an. Donc pour l'économie du Congo, 1,5 million par an. Qu'est-ce que vous avez là derrière? Premièrement, des baisses de mortalité. Voilà. Et donc, vous continuez d'avoir des personnes qui sont en âge de travailler, qui peuvent continuer de travailler. Et avec les modèles de calcul et les bases de données rigoureux, scientifiques, reconnus de partout, on arrive à calculer ça. Vous avez des baisses de morbidité, c'est-à-dire des gens qui sont moins malades, voilà, ou qui sont soignés, et donc en pleine possession de leurs moyens. Et vous avez des augmentations du niveau d'éducation moyen de la population. Et de nouveau, on a des modèles macroéconomiques qui nous permettent de calculer ce qu'une élévation du niveau moyen du niveau moyen d'éducation de la population génère comme valeur créée en plus en termes de PIB, etc. Voilà. Donc ça se fait assez facilement en plus. Et comment on mesure la création de richesse? Alors en fait, on fait 2 choses. On fait 2 choses et il ne faut pas les confondre. La première chose qu'on fait, ce sont des analyses coût-bénéfice. Voilà. Et donc l'analyse coût-bénéfice, c'est un petit peu du Sherlock Holmes parfois. C'est très facile de calculer ce que coûte une action. Très très facile. Voilà. Si je vous pose la question, on ne se connaît pas, si je vous pose la question de telle action, elle vous a coûté combien, vous allez me répondre dans les 24 heures. Voilà. Et j'aurai tous les coûts extrêmement. Qu'est-ce que ça rapporte? Alors ça... Voilà. Et donc c'est là que commence le travail de l'enquêteur économique, c'est-à-dire que premièrement, on va identifier toutes les retombées possibles et imaginables. Voilà. Et puis ensuite, on va regarder, alors certaines retombées ne sont pas quantifiables, certaines retombées sont quantifiables mais on n'a pas les datas, et puis certaines retombées sont quantifiables et on a les datas. Et la plupart du temps, avec celle-là, on arrive à financiariser la retombée et on la compare au coût. C'est très simple. Voilà. Donc ça c'est des méthodes qui s'appellent Social Return on Investment, donc nous, on fait ça comme du vélo. Et donc, on mesure plein de choses. Voilà. On a mesuré la création de valeur liée à la diversité chez Orange. Alors justement, voilà, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on pourrait... rapport coût-bénéfice de l'insertion, rapport coût-bénéfice de l'amélioration de la sécurité au travail. Enfin, on a fait élévation de la performance de l'entreprise quand on forme plus les salariés. On sait calculer tous ces trucs-là. Voilà. Alors, sur la question, par exemple, du handicap, vous pouvez nous donner quelques pistes? Ah oui, bien sûr. Mais là, j'ai pris mes petites notes parce que j'ai pas tout en tête. Je vous Contrairement à vous, vous avez tout en tête. Moi, Alors non, c'est parce qu'on avait fait justement cette étude il y a quelques années et j'avais pas tout gardé à l'esprit. Et donc, on avait fait ça pour AXA, pour Orange, pour L'Oréal, pour Vinci, pour Adecco, et on avait un échantillon de 100 000 salariés à peu près. Ah oui. Et on a regardé plusieurs aspects de la diversité, mais sur la question du handicap. Alors, la première chose, on regarde, comme je disais tout à l'heure, tous les paramètres.
Voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut... Alors, vous décidez de recruter une personne en situation de handicap. Et dans ce cas-là, pour la bonne cause, on n'est pas politiquement correct. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence d'aptitude en recherche? Ben non. Il n'y a pas de différence d'aptitude. Parce qu'en général, bien sûr, on ne va pas recruter la personne handicapée sur un poste où son handicap pose un problème. Voilà, on n'est pas maso quand même. Donc, voilà. Deuxièmement, motivation des salariés. La motivation du salarié handicapé au taquet. Voilà. Et on a des études scientifiques qui montrent la relation entre performance au travail et motivation. Et ça a été documenté dans la littérature de management, de la littérature scientifique, c'est-à-dire publiée dans des revues à comité de lecture, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences de compétences? Pas trouvé. Voilà. De l'absentéisme. Ah oui, on a trouvé. Alors, il y a des études scientifiques qui montrent que les salariés en situation de handicap ne sont pas plus absents que les autres, mais nous, sur notre échantillon, on avait plus d'absentéisme des personnes en situation de handicap. Par contre, turnover, 0. Voilà. Alors, tout le monde imagine que c'est facile de calculer le coût de l'absentéisme. C'est vrai, c'est pas très dur. Personne ne parle du coût du turnover. La turnover, ça coûte une fortune. Hein. Le remplacement d'un salarié à son poste suivant le profil, c'est entre 2 et 36 mois de salaire. Voilà. Donc, quand vous faites une économie de turnover, vous pouvez vous autoriser un petit peu d'absentéisme en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Etc., etc. Aménagement du poste de travail, marginal. Parce que vous avez plus de 90% des personnes en situation de handicap où le handicap est totalement imperceptible. Donc là aussi, ça casse des idées reçues. Vous allez un peu plus loin, on dit 80 d'habitude. Pardon? On dit 80 d'habitude. Mais... Bah, vous savez mieux. Et puis le résultat des courses, c'est un petit gain d'efficacité au travail. Quand vous prenez tous ces paramètres puis que vous le mettez dans le modèle, parce que tout ça, c'est des modèles de calcul, vous sortez avec l'équipe dans laquelle travaillent les salariés en situation de handicap, parce qu'il y a aussi des effets de bord, des effets positifs de bord. Alors, pas de report de travail sur les collègues, mais un supplément de climat de motivation, parce que ça aide à prendre du recul aussi, celui qui est dans la difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Un supplément d'âme, quoi. Hein? Un supplément d'âme qui serait... Un supplément d'âme, dit Pascal. Ça, voilà. C'est exactement ça. Alors, les ordres de grandeur, parce que bien sûr, vous allez faire des mesures différentes dans les entreprises différentes, vous n'allez jamais trouver le même résultat. Mais les ordres de grandeur, c'est on va mesurer, par exemple, 1% de ce qu'on appelle le gain de productivité, c'est-à-dire le salarié travaille un petit poil plus vite. Ah oui. Vous voyez? Mais 1% de gain de productivité, c'est monstrueux. C'est-à-dire ça vous fait un impact sur le compte de résultat. Si tous les salariés d'une entreprise travaillent 1% plus vite, vous avez votre rentabilité qui va bondir grosso modo de 5-6%. C'est énorme. C'est énorme. Vous voyez? Oui. Voilà. Et donc, on mesure tous ces trucs-là et on arrive à montrer que c'est intéressant pour l'entreprise. Donc, on dit au patron, si tu ne le fais pas pour des raisons éthiques, fais-le au moins pour des raisons économiques. Et voilà. Et puis après, on va mesurer l'impact sur la société civile. Ah oui, alors ça m'intéresse. Voilà. Est-ce qu'on vous pouvez poursuivre? Eh oui, bien sûr, parce qu'ensuite, vous avez effectivement un reste à charge pour la collectivité qui est plus faible. Ouais. Et puis, à partir du moment où vous constatez une économie quelque part, mais ça, c'est pas de la création de valeur, c'est de la propagation de la valeur. C'est important aussi, hein, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai créé de la richesse, voilà. De l'autre côté, avec cette richesse, j'irrigue le territoire. Vous voyez? Bon. Et donc, c'est un peu comme de l'eau, quoi. Vous voyez, vous avez un seau d'eau. Théorie du ruissellement. Voilà, du ruissellement. Vous avez un seau d'eau. Vous avez rempli votre seau d'eau. Et puis après, avec la quantité d'eau, vous allez plus ou moins bien irriguer le territoire. Voilà. Et donc là, c'est une autre méthodologie, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui permet de faire ce calcul-là. Et en fait, on est capable de calculer les retombées économiques de la responsabilité sociétale, de l'inclusion, etc., pour les territoires. Voilà. Et on avait montré pour Orange, par exemple, en Afrique, et comment dirais-je... C'est pour ça que les dirigeants de la RSE d'Orange nous aiment bien, c'est qu'on avait montré que l'impact des programmes de responsabilité sociétale pesait très lourd par rapport aux gains de productivité de l'Internet et de la téléphonie elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Quand on vient pour mesurer sur un territoire, on va regarder effectivement, avant des gens n'avaient pas le téléphone, maintenant ils ont le téléphone.
Bon, ben ça fait un enrichissement. Ça se mesure, et puis ça se propage, ça irrigue le territoire. Donc on le calcule en tranches de PIB et en emploi, direct et indirect, etc. Voilà. Et puis après, on regarde les actions de RSE. Et ben ça fait pareil. Et quand on regarde le rapport entre le bénéfice du cœur de métier et le bénéfice RSE, le bénéfice RSE, il pèse lourd. C'est époustouflant. Cette démonstration est brillante. Je suis émerveillé parce que je me dis, voilà, des scientifiques, des gens qui calculent, qui nous offrent un centre de calcul, finalement, Goodwill Management, vous êtes des calculateurs, vous êtes des super calculateurs. C'est ça. Mais voilà, vous produisez des résultats qui vont mesurer l'ensemble des politiques inclusives de vos clients. Donc, j'imagine que vous ne travaillez pas qu'avec Orange. Non, bien sûr. Je vous le souhaite. Bien sûr. Non, mais c'est pas avec nous encore. Pas encore avec Malakoff. Alors là, on est en train de faire un deal. Je vais dire à nos amis des Échos et du Parisien qu'il va falloir qu'on se remette autour de la table pour faire un go-between. Là. Non, mais c'est formidable parce qu'on est au cœur du sujet de cette conférence sur la mesure d'impact. Et là, vous nous avez dit en quelques mots comment ça marche. Et en plus, c'est une réussite et du succès. C'est ça. Et donc, ça, vous le disiez tout à l'heure, et c'est ça qui est intéressant, parce que chacun a sa façon de s'engager dans le développement durable. Moi, mon combat, c'est de dire, si j'arrive à démontrer que ça crée de la richesse, ce sera quand même plus facile de faire un déploiement à grande échelle. Alors que si on reste dans l'idée reçue que ça coûte plus que ça rapporte, on sera toujours dans des approches un peu d'arbitrage, un peu marginales, etc. Vous voyez ? Voilà. Donc, vous parliez, Elisabeth, tout à l'heure du microcrédit. Voilà, on a fait des études sur le microcrédit, ça rapporte. Alors déjà, très intéressant, il n'y a pas plus de taux de casse sur le crédit, le microcrédit, avec des personnes considérées comme pas solvables que sur le crédit classique, petit 1. Petit 2, ça rapporte entre 10 et 20 fois ce que ça coûte. Vous voyez ? Ah oui. Voilà. Donc, une fois qu'on sait ça, on se dit tiens, peut-être que je vais mettre des moyens sur le microcrédit, par exemple. Voilà. Et ce qui est important, Pascal, tu voulais réagir, je pense. Je voulais compléter, c'est qu'au niveau d'une entreprise, la politique RSE qu'on peut mener, elle n'est pas que sociétale. C'est-à-dire que la complexité qu'on peut avoir encore sur ce sujet, c'est faire comprendre à l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise, quelles que soient les fonctions exercées par les personnes, qu'elles ont aussi un rôle à jouer, et que finalement, en ayant des politiques RSE, elles agissent économiquement également dans leur secteur d'activité, ça crée l'efficience, c'est ce que vous dites. On montre que c'est économiquement viable, et donc on agit globalement. Donc ça, c'est aussi des démarches qui sont à mener par les équipes RSE dans les entreprises, ce qui n'est pas toujours évident, mais on arrive, comme vous dites, à arriver à démontrer ces sujets-là et faire que l'ensemble des parties prenantes de la maison soient tirées sur les sujets. Donc, voilà. Juste pour compléter, un chiffre éloquent. Au Sénégal, si on additionne l'activité directe d'Orange, l'écosystème de ses sous-traitants, les activités RSE, on estime, et c'est pas qu'on estime, ça a été calculé, c'est 11% du PIB au Sénégal, Orange. 11%. Oui. Ah oui. D'où l'importance de ces calculs. C'est ça. Et bravo pour les politiques inclusives. Je crois que nous avons été un peu bavards et qu'il est maintenant 10h59 et qu'il est temps pour nous de terminer cette table ronde. Je voulais vous remercier tous les trois. Nous avons vraiment abordé le sujet de façon aussi précise que pédagogique. Je voulais vous remercier tous les trois et je vais retenir la phrase que vous nous avez donnée tout à l'heure pour conclure, si vous me le permettez. Parce qu'on s'adresse à des patrons d'entreprise. Si tu ne le fais pas pour une question éthique, fais-le pour une question économique. Donc, mesdames et messieurs les patrons, vous avez les clés de la réussite pour la politique inclusive de demain. Merci à tous les trois et je donne rendez-vous aux auditeurs dans quelques minutes pour la 3e table ronde de ces Inclusive Talks avec AGFIP, Malakoff Humanis, Orange et OnePoint. Merci à vous, à tout à l'heure.